juin 2003. Master et Commander, l'arc Water 7 de One Piece ou encore le très attendu premier volet de Pirates des Caraïbes s'apprêtaient à redonner envie à l'humanité de prendre la mer. Mais bon, en attendant, cela fait déjà un bon mois que le monde entier est tombé littéralement fou amoureux de Beyoncé. Ou encore que le film X-Men 2, tiens donc, a brisé les barrières de l'adaptation de bande dessinée au cinéma. Mais bon, alors que le beau temps estival se profile, Masashi Kishimoto plonge ses personnages dans leurs jours les plus sombres. Comme les amitiés fragiles sont destinées à s'essouffler, la première partie du manga Naruto trouve sa conclusion dans l'arc très haletant de la poursuite de Sasuke. Le serpent tentateur Orochimaru s'est immiscé jusque dans le cœur du jeune Uchiwa, brisé depuis les retrouvailles avec son frère assassin. Sasuke, devenu déserteur, renie ses amis et son village pour rejoindre celui qui a manqué de le détruire. Comment les ninjas de Konoha empêcheront-ils alors cette trahison? La défection du prodige aura-t-elle raison de l'unité de l'équipe 7? Que fera Naruto, lui qui voit son seul véritable ami céder à l'appel de la haine et dont le démon intérieur n'attend que ça, faut le dire. Il faut être prêt à se débarrasser de la vie qu'on a prévue pour avoir la vie qui nous attend. Ces mots, ils sont prêtés à l'auteur Joseph Campbell, que je ne présente plus, penseur de l'essence même des structures narratives. Aujourd'hui, on va analyser comment savoir bousculer ces héros et joncher leur route et leur gloire d'obstacles à surmonter. Sasuke, comme son créateur, c'est la vie qu'il désire et tous les sacrifices auxquels il faudra consentir pour y parvenir. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire ça lorsqu'on est encore un jeune auteur de bande dessinée japonaise? Vous êtes prêts? Grâce à cette vidéo, redécouvrez le climax d'une œuvre culte auprès de quelqu'un, moi, qui n'ai toujours pas lu Naruto Shippuden, donc me spoilez pas. Et ouvrez les yeux sur une rivalité emblématique du 21e siècle. C'est le moment pour vous alors de cliquer sur le bouton s'abonner et une occasion pour moi de vous remercier d'être aussi nombreux à avoir rejoint la chaîne depuis le retour des vidéos sur Kamal et Kita. Un très grand merci, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un grand like, parce que quand les liens sont brisés, autant vous dire que plus de retour en arrière est vraiment possible. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas prévu de voyage de retour, monsieur Frodon. Vous êtes prêts? Bienvenue dans la toute fin de la première partie de Naruto. C'est la rentrée, peut-être le moment le plus stressant de toute l'année. Alors, une seule solution pour éviter la déprime, la boisson ultra relaxante Oli. Dites bonjour au meilleur ami qui vous attend après les cours, le boulot et qui se décline en 3 gammes aussi fraîches qu'un Yoton sous le zénith. Oli Iced Tea, la tranquillité au goût de fruits. Il fait encore chaud, détendez-vous sans aucune modération avec le thé glacé plus sain, plus économique, sans sucre et aux arômes absolument naturels. Pommes, framboises, mangue, pêche, mûre et j'en passe des meilleurs. Vos papilles vous disent merci. Oli Energy, pour les bosseurs qui ont besoin d'un coup de boost, soyez super performants comme Shikamaru toute l'année sans vous ruiner la santé. On l'utilise d'ailleurs nous toute l'année pour réaliser nos vidéos sur Kamalekita et le Mont Corvo. Je peux vous garantir que ça aide un max et surtout ça aide notre planète en économisant plus de 90% des déchets d'emballage. Ça c'est grâce au nouvel adversaire de votre fatigue pour cette rentrée, Oli Energy, sans sucre, sans taurine et utilisant de la caféine cristallisée pour un effet sur le long terme. Et pour finir, Oli Hydratation, car pour les gars d'entre vous qui n'oublient pas les bonnes résolutions de septembre et d'ouvrir toutes leurs portes de chakra, alliez-vous au doux goût de pêche, pamplemousse ou encore kiwi qui boosteront vos sessions de sport. On a reçu la dose pour cet été et j'ai réussi à assimiler le Rasengan en 10 minutes. Trop facile. Alors foncez en description pour profiter de 10% de réduction avec notre code KAMALKITA et 5€ de remise sur notre premier achat avec le code KAMALKITA5. Oli, restez au frais. だって今回の中任試験で中任になったの鹿丸だけだし女してないって俺は俺だっつっただろ。でお前はお前だ。どっちがどうこうなんてくだらねえ話だよ。
Bonjour, c'est Kita et bienvenue à Konoha pour la dernière analyse de la partie 4 des aventures de Naruto, première partie. Alors, pour l'instant, les choses s'améliorent au village des Feuilles. Avec la récente ascension de Tsunade au poste de 5e Hokage et également la défaite d'Orochimaru, Naruto ne cesse d'épater ses pairs, on va y revenir. Parce que s'il y en a bien un à qui profite surtout la dernière victoire de Konoha, c'est bien mon goth, Shikamaru Nara. Le flâneur imperturbable, accompagné par son père Shikaku, est en effet l'un des premiers personnages à découvrir la légendaire Kunoichi en fonction. Alors comme on le pressentait dans l'analyse précédente, sa maturité est digne d'un leader, c'est pourquoi, contrairement à Naruto qui a pourtant vaincu Gaara, il est le seul de sa promotion à avoir obtenu le rang de Shonin. Oui, il suffisait pas juste de gagner, il fallait faire bonne impression. He's the GOAT! The GOAT! En cela j'entends félicitations aux promus. Petit aparté, Nara, leur nom de famille, désigne un domaine d'Osaka au Japon, rempli de biches et de cervidés. Oui, et d'ailleurs là c'est moi. Oh, stylé, non? Au village des Feuilles, la mission et spécificité du clan Nara consiste en la confection de produits divers via l'extraction de drogue des bois de cerf. Tiens donc, mais tout prend son sens. L'on comprend mieux pourquoi tous ces représentants semblent si sereins, très prévoyants et calculateurs de nature. Cependant, le jeune homme est pourtant très surpris de voir une femme posséder le titre suprême. Bah dis donc. Petit dérapage là. Te dérange pas? Kishimoto fait donc dire à son père une phrase extrêmement importante pour un récit à ce point tourné vers la jante masculine. Aucun homme ne vient au monde sans une femme, et la plupart d'entre eux ne parviennent à rien sans une femme à leur côté. Cette maxime, l'auteur la porte au plus profond de lui depuis que, curieuse anecdote, sa mère l'a complètement nettoyé après qu'il soit roué dans la bouse de vache étant enfant. Je vous jure, il est tombé en sortie scolaire en train de ramasser des patates, il est tombé les 2 pieds dedans, d'accord? Et même son prof ne voulait pas l'aider, tous les enfants se moquaient et sa maman était la seule à venir le nettoyer. Et depuis ce jour, c'est pas une vanne, c'est selon lui l'humain le plus courageux sur Terre, c'est là qu'il l'a compris. Et à l'opposé de cela, Shikamaru est montré comme immature, désignant les femmes comme le sexe faible, et les trouvant toutes plus terrifiantes les unes que les autres, avec qui, tiens donc, sa maman au sommet de la terreur. Mais puisque selon Kishimoto, il incombe à l'art populaire d'éduquer les hommes en devenir, le fanfaron est tout de suite remis à sa place. Le fraîchement promu profite ainsi d'une bonne leçon, lui qui pensait ne plus en mériter une seule. Et vous verrez à la fin de cette analyse que c'est pas fini. Par cette scénette, l'auteur dévoile aussi les mentalités qui prédominent à Konoha, village où le paternalisme du Hokage est davantage induit par sa fonction que par son sexe. C'est ainsi que l'on rend un world building organique et que le message passe. J'ai envie de dire chapeau, j'ai envie de dire you're the GOAT, he's the GOAT! Pendant ce temps, Naruto va retrouver Iruka Sensei comme au tout début autour d'un bon bol de ramen pour discuter de son évolution et ça fait plaisir à voir, ça fait même, je trouve, très chaud au cœur de voir toute l'évolution du petit ninja jusqu'à aujourd'hui. Et puis vous savez, hein, comme tout bon récit, juste avant la fin, juste avant l'arc final, on repose les bases, on se refait une petite séquence émotion pour dire tout ce qu'on a fait, tout le chemin parcouru. Cependant, bon, on l'a vu dans l'analyse précédente, s'il y en a bien un à qui cette évolution ne plaît pas tout à fait, c'est Sasuke Uchiwa. Oi, Naruto. なんだってばよ。俺と今から戦え。 On le pressentait bien sûr, hein, mais prendre du retard sur le cancre du village n'est pas acceptable pour le génie bien né. Enfin ça, c'est ce que l'on pourrait être tenté de penser. En réalité, ce complexe de supériorité n'est que la façade du fort intérieur du jeune Uchiwa. En effet, ce dernier n'a qu'un seul objectif, se venger de son frère. Tous ses choix de vie devaient mener à l'accomplissement de ce but. Or, jusqu'ici, être meilleur que tous les autres aspirants shinobi de Konoha le confortait dans sa voie. Mais désormais dépassé par la progression fulgurante de Naruto, Sasuke est en pleine remise en question. S'il ne surpasse pas Orochimaru, Gaara, ni même Naruto, comment pourrait-il un jour surpasser Itachi ? Pire,
qui est-il vraiment? Si celui qu'il voit comme son accomplissement existentiel n'a Dieu écarlate que pour le démon renard. Non, ça j'avoue, Bichette, c'est dur. Ces interrogations le suivent continuellement depuis l'examen Chunin, comme une marque invisible, ou peut-être une marque sur le cou. Notons que le frère meurtrier conserve une véritable emprise sur Sasuke, tel un funeste chef d'orchestre. Il a envie de lui faire du mal. Je vous jure, il était là, ouais, ta haine n'est pas assez forte et tout ça. Je veux dire, il fait ça exclusivement pour lui dire viens me tuer, quoi. Non, quelqu'un a une autre idée ici? Me spoilez pas s'il vous plaît. Itachi semble vouloir ardemment orienter le destin de son petit frère. En attendant, le poison de la jalousie agit. Après avoir noué une relation basée sur la compétition, la faiblesse de Sasuke le ronge. Oui, ça y est, le fruit est mûr. Ça tombe bien, Kishimoto va convoquer les pièces de son échiquier qu'il avait, si vous vous souvenez bien, silencieusement mis en place lors du combat entre Sarutobi et Orochimaru. Ce sont ces 4 soldats du village du son, la main armée d'Orochimaru, qui reviennent sur Konoha. Leur mission, ramener le jeune Sasuke à son tentateur. Et ça, on le comprend dès cette magnifique double page. Regardez-moi ces noirs, ils sont superbes. Avec en plus la présence d'Orochimaru pile dans la reliure, là, c'est beaucoup trop classe. Ça crée malgré lui un certain mysticisme. Le même procédé sera d'ailleurs utilisé pour la page couleur du chapitre 181, permettant d'introduire directement la dualité à venir. Alors, pour savoir littéralement qui est la plus grosse, on en est vraiment là, Sasuke, alors que ses 2 coéquipiers le veillent à l'hôpital, ordonne à Naruto de se battre. Alors, on est fatigué. Sur le toit du bâtiment se déroule alors une scène déjà déchirante. À main nue, les 2 amis s'affrontent dans un duel qui n'a rien de ninja au sens noble du terme. Les coups sont durs, assénés pour faire mal, pour tuer. Sakura, complètement devancé par ses amis, ne peut que hurler son impuissance. Rasengan contre Chidori, les 2 équipiers se jettent l'un sur l'autre en brandissant leur technique la plus puissante. Tiens donc, est-ce que notre bon Kishimoto ne va pas finir son arc en Epanadiplos figural, à savoir finir comme il a commencé, mais cette fois avec la conclusion, je sais pas. Je fais genre vous savez pas alors que vous avez tous lu Naruto avant moi. Jusqu'à ce que par contre cette fois Kakashi intervienne. Et oui, il s'en est fallu de peu pour qu'un drame ne se produise. On était dans un véritable combat de rue, loin de la noblesse des ninjas, avec la volonté d'enlever son bandeau. Petit point formel, mais d'ailleurs très malin, le coup des 2 citernes pour mesurer l'écart de dégâts et donc de puissance entre les 2 rivaux. Sasuke, qui constate les dégâts de ses 1000 oiseaux, n'écoute pas la réprimande de son maître, il est là. Ah, je suis vraiment le loup malicieux trop fort. Mais une fois passé derrière la citerne percuté par Naruto, le jeune Uchiwa ne peut que s'incliner devant la force dévastatrice du cancre. Très belle métaphore d'ailleurs, les progrès de Naruto ne sont pas visibles en surface. Mais cette fois, c'en est trop pour Sasuke. Il a tout essayé. Et même agrandir la taille de son Sharingan sur des sites pas nets, c'est pour vous dire. Mais rien à faire, Naruto est plus fort que lui. Kakashi, qui note le reflet du lien Naruto-Sasuke dans celui de Jiraiya et Orochimaru, qui a bien failli avoir raison du village, tente alors immédiatement de remonter le moral de son poulain. Faudrait pas que ça se reproduise quand même. Nous apprenons alors officiellement que la personne la plus proche du ninja copieur lui a déjà été arrachée. Sûrement ce fameux Obito, auquel il avait déjà rendu un respect amer au moment des funérailles du 3e du nom. Ouais, c'était mentionné déjà. Mais bon, étant donné que je me suis arrêté à Kakashi Gaiden, je sais qu'Obito lui a donné son giga œil. Déjà c'est sale comment il a fait, j'ai pas compris mais voilà. Paix à ton âme, mais c'est bizarre comme cadeau un œil quand même. Mais lui, comme Sasuke, ont-ils vraiment tout perdu? Non. Le sensei enseigne cette leçon importante aux prodiges frustrés. Tous 2 ont trouvé des amis et les 1000 oiseaux ont été créés pour protéger ses proches, pas les tuer. Tu as capté? Le message du ninja au masque semble être passé. Livré à lui-même et isolé en pleine nuit, Sasuke hésite à revenir dans le droit chemin. Mais sa réflexion est interrompue par l'irruption violente des ninjas d'Oto. Et notons une nouvelle fois la pleine page où Sakon révèle sa marque maudite, qui fait beaucoup mais alors beaucoup de bien. Alors qu'un combat à 4 contre 1 s'engage, Sasuke brille par son habileté mais est très vite dépassé par les pouvoirs originaux de ses adversaires. Voilà l'ultime étape de la déconstruction du brillant. Une déconstruction de son évolution et de son caractère. Il n'est pas si sûr de lui. Pire, il est immature. Il n'est pas si génial. Pire, il n'est qu'une copie
d'autres plus forts que lui, et ça j'ai adoré. Je vous explique. Masashi Kishimoto joue savamment avec ses propres codes en sachant pertinemment qu'il ne peut pas répéter un trope de transformation chez son protagoniste sans paraître trop redondant. Alors il le déconstruit avec panache, juste après une case de Sasuke. Badass certes, non arrête, je suis le loup. Mais bon, c'est vu et revu à ce stade du récit. Alors, au détour d'une page où Sakura empathise enfin pour Naruto, Sasuke se prend une gigantesque clim battue à plate couture puisque Sakon lui dit « Mais en fait, t'es gaze, regarde, je suis toi en mieux et ta marque, je l'ai la même en mieux, c'est acté, t'es vraiment pas assez fort. » Et cela tombe bien, le quartet lui promet un pouvoir incommensurable, lui permet finalement de ne plus se prendre cette clim en tournant la page du manga, de passer de « Waouh, Sasuke est fort » à « En fait, bon, t'es Sakon moins bien quoi. » Et oui, quand on est refroidi par plus expérimenté que soi, les points ne servent plus à rien. Alors, on écoute, on suit. Et c'est ce qu'il va faire. Dans un raccord très habile des 4 feuilles flottant dans la lune, l'auteur se permet enfin une petite digression vers d'autres personnages secondaires. C'est le cas de Lee d'abord qui va nous intéresser. Celui-ci vient d'apprendre qu'il ne pourra plus jamais combattre. À cet instant, Kishimoto montre qu'il est un écrivain sans concession, puisqu'il n'hésite pas à meurtrir ses personnages. Heureusement, Gai Sensei et son optimisme à toute épreuve continuent d'entretenir la flamme de la volonté chez la feuille décrochée de la branche. Cette même flamme, nous l'avons vu, Tsunade la porte de nouveau en elle. Inspirée par Dan et Naruto, elle accepte de tenter une ultime opération sur le prodige du taijutsu. Un appui dont ne dispose pas la fleur de cerisier, Sakura, dont le désespoir grandit à chaque instant depuis l'altercation entre ses deux amis, Bichette. Malheureusement, à ce stade du récit, la Kunoichi en devenir devient petit à petit un personnage sans substance qui aurait, comme Sasuke, besoin d'être sauvé. Et bon sang que ça urge, car toujours en pleine nuit, le cadet Uchiwa se taille avec ses nouveaux amis en pleine crise émo. Regardez leur tête, sérieux, il y en a, ils appellent ça des Kara Design, moi j'appelle ça l'adolescence. Bref, le ninja de classe moyenne, Shikamaru, J'ai adoré dire cette phrase-là. doit réunir une équipe. L'objectif, intercepter Sasuke avant qu'il ne quitte le pays du feu. Je vous présente les 5 ultimes goths de cette fin de Naruto, qui vont obliger Kishimoto à travailler ses personnages et leurs relations comme jamais auparavant. Shoji, Kiba, Shikamaru, Neji et Naruto. Ce dernier, dans cette escouade, n'occupe finalement qu'un rôle de soutien pour le leader fainéant, qui propose immédiatement un dispositif de déplacement. Ce que j'apprécie chez ce personnage, c'est que sa réflexion retranscrit celle du mangaka qui parle à travers lui. Avec des emphases textuelles, l'auteur nous dit comment il fait son manga. Cela sera repris à travers divers schémas tout au long de la course-poursuite, à l'instar des pièges ninja ou de la méthode de déplacement. Notons alors l'affaiblissement étonnant des ennemis d'entrée de jeu face à des ninjas supérieurs venus leur tendre une embuscade, faisant d'eux des proies plutôt que des voleurs, mais permettant également à l'équipe des Goths de pouvoir essayer de les vaincre. Naruto, lui, se trouve au contraire loin de la réalité d'un auteur et représente davantage l'idéal de Kishimoto, mais également de l'être humain, un optimisme naïf vers lequel tout individu devrait aspirer. Si vous aviez encore des doutes, l'hôte de Kyuubi est une pure représentation du flat character arc. Vous savez, il voit un monde merveilleux, parfait, c'est Luffy aussi quoi. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne souffrira pas. Parfait dans sa servitude, Naruto, le héros comme l'œuvre, sont le calque du monde dans lequel le mangaka se plonge corps et âme. Et ça, pour le meilleur et surtout pour le pire, puisque Naruto fait la promesse à Sakura de ramener son ami au village. Ou plutôt, Sakura le lui fait promettre. Tu peux en être sûr, je ramènerai Sasuke, lance le héros amoureux. Nous verrons bien. とりあえず救出作戦としてこっちが追う立場になる。俺を無視して勝手な行動してっと全員死ぬぜ。 En attendant, Shikamagot parvient à rattraper les ninjas du son grâce à ses nombreuses ressources. Tandis que Kishimoto fait dire à Sakon qu'il a plus d'un tour dans son sac. Et là, il faut bien dire bravo à Kishimoto, qui met en avant du vide pour qu'on ne remarque pas la présence du frère de l'antagoniste. La case est superbe. La seule chose qui l'a trahi finalement, mais il faut l'imaginer, c'est la disposition au centre de la case
et le visage trop excentré de Sakon dans cette dernière. Et ça, l'auteur, il nous en détourne très habilement avec un rouleau placé dans son dos. Kishimoto y tient, les idées et aptitudes de son manga ne sortiront pas de nulle part. C'est d'autant plus saisissant lorsque l'on voit la tête de Sakon se doubler dans sa nuque dans un profond mutisme pendant 4 tomes. C'est creepy. J'adore. S'engage alors une course-poursuite absolument épique à venir, et très haletante, on va le voir, tandis que l'auteur, lui, va appliquer de manière presque monastique l'un des procédés narratifs les plus cultes du shonen, les affrontements en palier sur fond de sauvetage. Et oui, alors vous n'êtes pas sans savoir que tous les grands shonen neketsu suivent le trope tiré de l'arc sanctuaire des chevaliers du zodiaque, à savoir les héros vont affronter des ennemis un par un pour jusqu'au grand boss sauver leurs potes. Le second arc de Bleach, Soul Society, pour sauver Rukia, sauver Nico Robin dans Enies Lobby pour One Piece, etc. On a ça forcément chez Dragon Ball. C'est systématique. À chaque fois, cette mécanique nous donne des arcs absolument mythiques. Durant plusieurs dizaines de chapitres, nous assistons donc à une série de duels faisant la part belle aux personnages secondaires et en les forçant à se surpasser pour progresser à l'aide de la mécanique suivante. L'adversaire d'Otto est plus fort. Le héros trouve une nouvelle force en lui, obligeant en 3 le ninja du son à user de la marque maudite pour que, enfin, cela oblige le ninja de Konoha à se surpasser, frôlant la mort pour vaincre un ninja qui était beaucoup plus fort que lui. La mécanique est huilée, mais n'en est pas pour autant redondante. En effet, la différence se fait via le stade 2 de chacune des 4 marques maudites, donnant au ninja kidnappeur une allure démoniaque unique. Rien qu'en les voyant, l'on frémit devant la forme endormie de Sasuke. Enfin, peut-être. Mais nos aspirants ninja, eux, ne frémissent pas longtemps. Le premier laissé derrière face à un ennemi, et donc le premier à performer, est Shoji. Alors que nous pointions un traitement un peu bas du front du personnage dans les analyses précédentes, avec le cliché du balourd en surpoids, cette fois, Kishimoto lui offre un traitement royal. En effet, l'ombre sociale de Shikamaru fait briller le ninja maladroit et moqué qui, depuis le début, ne demandait qu'à être utile. Le choisir pour cette mission à haut risque, en plus de cimenter l'amitié entre les deux jeunes hommes, lui apporte enfin cette légèreté de l'âme. Et que ses 4 camarades le laissent sans hésitation face à un adulte complètement fou et violent, lui témoigne enfin une confiance inébranlable. La flèche gravée dans l'arbre par Shikamaru, je peux vous le dire, pour qu'il puisse rattraper le groupe après, là, m'a fait verser une larme. Enfin, m'a donné envie de me masser les yeux, vous comprenez? C'est dans ce contexte que, aux portes de la mort, la chenille peut se muer en papillon. Pour avoir mangé la dernière chips de son paquet, Jirubo subit la colère et la déferlante de puissance de Shoji, aminci par le flux de chakra inouï qui émane du jeune homme. Kishimoto se paie même le luxe de détourner son propre cliché. Franchement, bravo, et le coup de la chips, faut dire les termes, c'est trop marrant. Tu prends la dernière part de pizza, voilà, c'est parti, ça énerve tout le monde. Et alors j'en profite pour pointer du doigt l'utilisation très maligne du ninjutsu lorsque Jirubo retrouve son groupe. Pourquoi très maligne? Parce que enfin, je trouve que dans un manga de ninja, où en réalité, l'illusion est maître, ça manquait de tromper également le lecteur. Ici, l'auteur va utiliser le fait que le lecteur, comme les personnages, doute ou en tout cas sous-estime peut-être Shoji quant à sa victoire contre Jirubo. Donc lorsqu'on le voit arriver, on se dit peut-être que finalement il a vraiment gagné Jirubo et que Shoji a perdu. Mais en réalité il s'agit de Shikamaru qui, encore plein d'ingéniosité, va tromper ses adversaires pendant un court laps de temps. Constamment, le trope de la fausse mort, tout ça, c'est dur pour le lecteur de se dire waouh, ok, je suis tout à fait surpris, mais les personnages, eux, ils tombent à plein nez dedans. Cependant, autant berner le lecteur que le personnage, c'est rare, et suffisamment pour le noter. Vient le tour de celui qui a tant approuvé au monde, certes, mais surtout à lui-même, Neji. Le prodige des Hyuga affronte Kidomaru et ses toiles d'araignée insufflées de chakra, une technique que le ninja de Konoha trouve absurdément puissante et qui nous avait déjà été présentée lors de la fuite d'Orochimaru après la mort de Sarutobi, oui. La cohérence, la vraie. Le garçon à la vision plus qu'aiguisée, tout juste ramené dans le chemin de lumière par Naruto, est le plus à même de voir clair en Sasuke. Le déserteur
converteur au Sharingan, nous dit Neji, plonge dans les ténèbres. En effet, ce dernier est endormi dans une boîte spéciale qui le nourrit d'un chakra tout à fait différent. Qu'adviendra-t-il alors lorsqu'il en sortira? Sera-t-il encore le Sasuke que nous connaissons? Cette nouvelle noirceur, Kishimoto l'appuie par le dessin notamment sur la page de couverture du 195e chapitre où Sasuke est en négatif, ou encore celle du chapitre 201 où l'Uchiwa entre dans une pièce encrée de noir. Naruto, お前は俺よりいい目を持ってる。ネジ必ず追いついてこいよ。 Pendant ce temps, les pions se déplacent jusqu'au bout opposé de l'échiquier. Le combat de Neji donc s'ouvre sur un quadruple raccord en une seule page avec un léger panoramique de la droite vers la gauche. Elle nous avait manqué cette mise en scène très cinématographique de l'auteur. Le déroulé du duel à mort est semblable à celui de Shoji. Ici, le futur de la famille Hyuga développe son Byakugan, assène ses 64 points de hake, mais cela se révèle bien insuffisant face à la marque de niveau 2 de Kidomaru. Pour la première fois depuis son introduction, Neji est donc obligé de se surpasser, de dépasser l'horizon tracé par ses sublimes pupilles. Sa philosophie a enfin changé, définitivement tournée vers le collectif, on attendait que ça, et l'attente qu'ont les autres de nous, de lui. Neji le génie. Neji le vaniteux. Neji, le destin là. Il se doit d'être à la hauteur de ses camarades, acceptant enfin de jeter toutes ses forces dans la bataille alors qu'il n'en prédit plus l'issue. S'il doit bien ça à ses compagnons, il le doit surtout à Naruto. Si le ninja raté a toujours attesté des aptitudes de Neji, ce dernier reconnaît enfin son ancien adversaire, corrigeant même Kidomaru. Naruto est très fort, mais sa clairvoyance ne s'arrête pas là, puisqu'il dit à Naruto que c'est lui seul qui peut extirper Sasuke des ténèbres qui l'envahit. Et puis surtout, après la moitié des combats et la moitié du quartier du son vaincu, Neji réitère la promesse de Naruto faite à Sakura en annonçant à son adversaire qu'il réussira à ramener Sasuke. Un rappel fort de sens certes, mais encore plus fort quand on connaît la suite des événements. Personne ne peut prédire l'avenir, mais cela vaut la peine d'essayer, n'est-ce pas? Comme dans une course de relais, les ninjas de Konoha et d'Oto tombent dans cette mission de récupération, tout en permettant au reste du groupe d'avancer. C'est quand ils filent la carte des plans de l'étoile noire tandis que Vador arrive et qu'il les bute un par un pour que juste un seul élément puisse créer un nouvel espoir. Bon, c'est à la fois une rêve très précise et très populaire, mais vous voyez, j'aime beaucoup ça. Tous les pions qui donnent le relais à chaque fois avant de s'écrouler pour qu'à la fin, le tout dernier puisse y arriver. On ne fait pas plus shonen neketsu que ça. Et l'échiquier se met en place, le tout sans Deus Ex Machina. Pour l'instant. Et je vous embête pas avec l'image du jeu de plateau pour rien, hein. Le chapitre 207, notamment, s'intitule « Sans fou ni tour », un proverbe utilisé pour dire que l'on est en situation de difficulté, car ce sont les pièces centrales dans le jeu. Des paroles reprises par Shikamaru dans son calme et cynisme caractéristique, pour qualifier la situation de désespéré qui doit pourtant se défaire des deux autres monstres. Ce que cette première partie de guet-apens en bande organisée nous montre également, c'est la place qu'a pris Naruto au sein de ce groupe d'amis, rivaux, concurrents. Ils ne se battent toujours pas car ils savent que c'est celui qui saura stopper Sasuke. Ce sera la dernière personne à qui donner le relais. Dans un beau jeu d'échelle, nous constatons que Naruto a déjà pris du galon, a déjà avancé sur la route de son rêve. 4 ninjas reconnaissent sa valeur déjà. Bientôt peut-être le village tout entier. Clin d'œil. Non. Et en attendant, juste avant de céder, Kidomaru va nous teaser un futur très proche. Puisque vous le savez, comme je vous dis tout le temps avec la technique du wagon, Kishimoto sait très bien être un auteur architecte et va planter les graines de ce qui va arriver juste après pour pas que ça sorte de nulle part. Et alors, celui-ci, Kidomaru, va mentionner le nom de Kimimaro, un certain Kimimaro, comme étant le seul capable de vaincre Neji. Ça y est, tous les pions sont en place et du coup, le temps presse cette fois, surtout pour Orochimaru, parce que le bon vieux serpent a besoin d'opérer sa mue et pour cela a besoin de Sasuke. Autrement, dans quelques instants, c'est la mort. Ou bon, pas tout à fait, parce que le mec va pas se laisser mourir non plus, cependant il va être obligé de choper un réceptacle d'urgence. Et cette situation, elle devient dramatique puisque pour le serpent, ça voudrait dire retarder l'assimilation de Sasuke comme corps dans 3 ans. Je pense que vous avez compris, je vous la refais plus, le wagon, Kishimoto devant, vous derrière, l'ellipse qui se profile, Orochimaru, je crains qu'il va falloir attendre un peu. Alors que Sakon est piégé par Kiba et son chien Akamaru, il est trop mignon déjà, il est trop mignon.
Shikamaru retient Tayuya afin de permettre à Naruto de continuer la poursuite. Ça y est, si tout se passe plus ou moins comme prévu, Shikamaru le reconnaît lui-même. Il s'est complètement trompé, alors que le pion le plus important arrive enfin sur le champ de bataille. Son nom, Kimimaru. Il est le chef de l'ancien quintet du son, craint et respecté par les autres membres, et sa partition, on la devine déjà, sanglante. Pourtant, avec son Kara design d'âme pure tourmentée, le Boog n'a même pas l'air d'un véritable méchant. En fait, Kishimoto récidive, comme Gaara ou Aku avant lui, il est avant tout victime de détournement de mineurs. Il était manipulé lorsqu'il était enfant. C'est le leitmotiv de cette première partie de Naruto. Les enfants veulent se sentir utiles, oserais-je dire aimés. Comme le dira le premier intéressé face à un certain ninja un peu plus tard, il a porté une partie des rêves de son maître et pense qu'il vivra éternellement dans son cœur. Tout l'arc narratif autour des ninjas d'Oto peut être perçu comme une métaphore de la maltraitance infantile dans notre monde et du poids que peuvent porter certains enfants pour leurs parents. C'est clairement du trafic d'enfants que fait Orochimaru, mais on va rien dire. Le carté, par leur forme graphique démoniaque, inhumaine, l'illustre subtilement. Ils sont drogués en fait, ils sont drogués, manipulés, c'est horrible, c'est du bichette. Kimimaru également, lui qui a littéralement perdu son corps dans la servitude déraisonnée. Je veux dire, lui c'est pire que ça, c'est du trafic d'organes. Et en vrai c'est triste de ouf quand même. C'est bien foutu, hein. Parce qu'on le perçoit pas en première lecture, mais c'est vraiment bien foutu. Ouais, il est vraiment stylé, Kishimoto, quand même. Il a vraiment une vision très engagée pour le bien-être des enfants. Je trouve ça vraiment cool. Et oui, Kimimaru, dernier survivant du clan Kaguya, a lui aussi été un instrument de guerre contre le village de Kiri, puis pour son maître, rappelant Zabuza ou encore Kisame. Mais le mystique combattant ne va pas nous faire état de ses capacités tout de suite, hein. Lui sera le dernier à protéger Sasuke. Ce que j'ai trouvé épatant dans ce final, c'est que plutôt que de continuer ses duels 1 à 1, Kishimoto opte à nouveau pour un montage alterné, avec 3 combats simultanés. Et ça c'est méga habile, hein, parce que après Shoji, ok, après Neji, ok, mais on n'allait pas faire encore Kiba, ok, Shikamaru, ok, Naruto, ok. En gros, il savait qu'on allait se faire chier, quoi. Donc c'est vraiment très habile de accélérer et de faire 3 fois donc plus vite qu'avant. Et regardez comment c'est fait. Les raccords sont opérés par mouvement dans une réelle maestra de découpage. Prenez par exemple, Kimimaru s'apprête à frapper Naruto et finalement c'est bien Kiba qui reçoit un coup asséné par Sakon. De son côté, Shikamaru rappelle combien il aime contempler les nuages, mais quel god! C'est toujours au plus près de la mort que le jeune homme insiste sur la vacuité de tout ce cirque. Je n'ai rien d'un leader, dit-il. Mais moi je vous dirais que tout roi qui a besoin de dire qu'il l'est n'en est pas vraiment un, et que les hommes exceptionnels le sont parce qu'ils acceptent leur devoir même sans en avoir envie. Kishimoto, enfant, durant sa phase Power Rangers, les Sentai, était fan de Sambalkan, au point d'y jouer avec son frère et son meilleur pote. Et bah vous savez quoi? Alors que le futur auteur devait incarner Eagle, le chef de ses acolytes, Shark et Panther, il préférait échanger et donner le beau rôle aux autres, à leur grande surprise. Et ça vous rappelle sûrement la page de couverture où Kishimoto se mettait de dos à ses éditeurs pour les mettre en avant, déconstruisant la politique de l'auteur. J'espère que vous avez bien vu l'analyse Naruto 1. Allez-y, allez, hop hop hop, qu'est-ce que vous faites encore là si vous l'avez pas vu? C'est quand même bizarre, non? Toujours est-il qu'à nouveau, le manieur d'ombre fait face à une femme absolument terrifiante. Il est vraiment pas aidé, c'est vraiment le combat de sa vie. Hein. Lui et Kiba, isolés dans une crevasse qui a tout d'un tombeau, voient leur duel 1 contre 1 se transformer en véritable mêlée à 16h derrière le collège. Hein. Tayuya invoque 4 entités monstrueuses avec sa flûte, tandis que Sakon, lui, dévoile la présence de son frère siamois de l'horreur, Ukon. Pour répondre, Akamaru se transforme en loup bicéphale, méga stylé, offrant au combat une très belle dualité autour de la figure donc du double, très présente dans la culture japonaise et ses mythes. Et d'ailleurs, si vous avez suivi mes analyses sur Bleach, la figure du double, le double cartésien, tout ça, ça ne vous est plus trop inconnu, non? Ça mérite de s'abonner quand même. Rapidement au dos du mur, malgré de beaux mouvements stratégiques, Shikamaru est obligé de continuer l'étreinte mortelle de l'ombre là où il avait abandonné à l'examen. C'est donc plastiquement le meilleur moyen de montrer l'évolution de Shikamaru d'un arc à un autre. Un surpassement ici essentiellement mental. Un baptême du feu empirique est mortel alors que Kiba lui décide de se donner la mort pour tuer Akon qui avait pris possession de lui en marque de niveau 2. Hibiki au crâne luisant
les prévenaient tous deux à l'examen Chunin. Ceux qui ont peur de risquer leur vie, ceux qui renoncent à tenter leur chance, ne peuvent pas se prétendre ninja. Et dans l'urgence de la situation, on aurait pu s'attendre à l'inverse, mais non. Kishimoto, en tant qu'écrivain éthique, je vous rappelle ce que je disais dans la saison 1, un auteur qui a une écriture éthique, c'est quelqu'un qui va davantage s'attarder sur les personnages qui ne pourraient pas briller le plus pour essayer justement de leur accorder le temps à minima qu'ils méritent. Et c'est ce qu'il va faire. Dans une clairière non loin de la frontière du pays du feu, Naruto a parallèlement réussi à rattraper Kimimaro et la boîte contenant Sasuke. L'étrange personnage est présenté comme celui qui devait être le réceptacle d'Orochimaru avant Sasuke, en raison de ses gènes ou de sa lignée prestigieuse, c'est ainsi dire assez flou. Il aurait été bien plus intéressant donc que le jeune Uchiwa, si une obscure maladie ne l'avait pas rendu obsolète. Ses facultés héréditaire de contrôle de sa moelle osseuse pour combattre est sans doute une bonne explication. Ou peut-être la capacité du mec à tenir debout par la pensée, chose qui semble absolument surnaturelle même dans cet univers. Bref, Kimimaro est une énigme, et Naruto l'affronte dans une superbe double page avec toujours le détail de la composition chez Kishimoto, lui qui préfère d'habitude les pleines pages, ici elle est parfaite. L'on croirait lire l'un de ses livres pour enfants où l'image s'anime en fonction de l'inclinaison de la page. Naruto, déjà en colère, voit apparaître sur son visage les prémices du pouvoir du démon renard, ce qui laisse présager le pire pour la suite. À moins que le pire ne soit déjà la nouvelle forme de Sasuke, que celui-ci laisse enfin entreapercevoir en sortant de son baquet. Cette forme... On y reviendra. Malheureusement, Naruto, pas vraiment concentré sur son adversaire du moment, ne parvient pas à dépasser son opposant. Ce dernier l'attaque et a deux doigts, ou plutôt deux phalanges, de le vaincre, lorsque survient... Shine. La tornade de Konoha, c'est stupéfiant. Rock Lee, remis de ses blessures, s'interpose face à cette menace implacable. Cela ne surprend pas le lecteur assidu, je dirais même légiste, puisque quelques chapitres plus tôt, nous voyons Tsunade, encore une fois grâce au wagon d'avance de Kishimoto, installer les pierres de l'édifice à venir, se préparant au retour d'Orochimaru en pleine puissance. L'Hokage avait finalement réussi à soigner Lee. Et c'est une stratégie qui n'est pas inhérente à Kishimoto, très classique, mais que l'auteur aime beaucoup faire, à savoir placer un élément dans l'arc précédent ou au tout début qui permettra de justifier les conséquences du retour de ce dernier dans l'arc suivant ou en fin du même arc. Le futur fauve de Jade du village des feuilles était alors immédiatement parti à la recherche de ses camarades. Expert du taijutsu, ayant une vitesse supérieure et des réflexes bien plus fins, l'ancien estropié est le plus à même de retenir Kimimaro, bien au-dessus des combattants que nous avons vus jusque-là avec sa danse du camélia. Le parallèle d'ailleurs entre les deux adversaires, revenus quasiment d'entre les morts, est quand même assez surprenant. Je me dis que l'auteur doit avoir de grands projets pour Lee. Mais attention les enfants, même lorsqu'on est un enfant soldat, on pense à prendre son petit antibiotique. Regardez, Lee, il s'arrête tranquillement, il prend son petit médoc, pas de souci. Bon, le petit truc à mentionner, c'est que le médoc il est alcoolisé et Lee, l'alcool il a très mauvais. Ivre en une seule gorgée, l'homme expert au corps à corps va appliquer le Suiken, soit la technique de l'homme ivre. Carrément il a nommé, on est dans un shonen. Alors oui, ça peut sembler bête dit comme ça pour un occidental, mais en réalité pas tant que ça, puisque c'est directement inspiré du Zuikan, un art martial chinois. On en avait parlé dans l'analyse numéro 1, c'est très présent par exemple dans les films de Jackie Chan, parce que c'est de l'art martial burlesque. Mais on le retrouve également chez le personnage de Neo dans Matrix. C'est tout simple, ça permet au personnage d'opérer des techniques d'homme ivre, donc inattendues, insoupçonnées, empêchant son adversaire une lecture claire du combattant. Avec des mouvements irréguliers, plus difficiles à prédire donc, et avec des coups portés avec une féroce brutalité, Rock Lee parvient à mettre, pour la première fois, Kimimaro au tapis. Pour autant, cela ne suffit pas. Kimimaro est un monstre aux facultés à peine humaines. Avec l'appui maléfique d'Orochimaru, Tayuya et Sakon sont tout aussi redoutables. Aux portes de la défaite donc, Lee, Shikamaru et Kiba ont tout tenté. Seule la triple intervention dans un last-minute rescue que personne ne pouvait anticiper de Temari, Kankuro et surtout Gaara leur permet d'échapper à la mort. Ce procédé narratif, vieux de plus d'un siècle, veut que la cavalerie arrive au tout dernier moment. Et c'est même pas une image, puisque c'est avec sa scène de la cavalerie que le film Birth of a Nation a notamment fait école. Bon, bien sûr,
petit disclaimer, hein, je ne vais pas louer ici les contenus de ce film très connu pour véhiculer des messages de haine, mais notons cependant l'ancienneté du métrage comme référence et comme véritable objet cinématographique qui a participé à la création des arts d'aujourd'hui. Ce qui montre qu'encore une fois, Kishimoto, des films, il en a vu beaucoup. Mais revenons à notre trio de Suna. Et ben le voilà, notre Deus Ex Machina plus beau que jamais, je vous l'avais bien dit, il devait arriver, Qui lâche cette immense phrase « Nous sommes les alliés de Konoha ». Quand je vous disais qu'un seul lien pouvait faire la différence. Décidément, Naruto a déjà accompli bien des choses. Et les ennemis d'hier, ils sont sacrément balèzes. Shikamaru, ce misogyne-là, est sauvé par celle qu'il avait épargnée par flemme lors du tournoi. Et elle rase littéralement la forêt en même temps que son adversaire. En voilà un beau remerciement et de très beaux sourires. Je veux dire, Shikamaru, ça fait quoi d'être sauvé par une meuf? Est-ce qu'elle serait pas plus forte que ta mère, celle-là? T'en penses quoi? On arrête les enfantillages? Kankuro, lui aussi, se montre sans pitié face à Sakon, l'enfermant dans l'une de ses marionnettes, tandis que l'autre transperce la boîte dans laquelle il est pris au piège. Un rideau de sang tombe sur cette partie de l'arc, et Kishimoto nous montre comment l'horreur peut être belle à en crever. Vient enfin la joute finale entre Gaara et Kimimaro, qui reste un des combats les plus sous-cotés du genre Neketsu, je vous le dis. Le manieur de sable fait preuve d'une empathie et d'une considération rare avant d'enchaîner les techniques d'un niveau bien supérieur à celui d'un Chunin. C'est normal en même temps, je veux dire, Gaara c'était le méchant avant Kimimaro, et les deux pour les mêmes raisons. C'est lui qui peut comprendre au mieux ce que ressent Kimimaro. Et ce dernier est bloqué, écrasé, broyé, noyé, certes dans le sable de Gaara, mais également dans la solitude qu'il habite. Pourtant, il se relève à chaque fois. Le niveau 2 de sa marque maudite est même suffisamment puissante pour rivaliser avec la solidité de la défense du ninja de Suna. Même pris au piège 200 mètres sous terre, dans un tombeau du désert, le combattant sans famille parvient à déployer une démonstration de force, pour ainsi dire, jamais vue dans le manga jusqu'ici, faisant émerger une forêt entière, s'il vous plaît, faite avec ses os. Mais là, alors qu'il est à 2 doigts de vaincre ses adversaires, hurlant sa dévotion à sens unique envers Orochimaru, Kimimaro s'arrête, emporté par la maladie au pire moment. Gaara et Lee sont troublés par ce paladin unique qui a toujours été noble dans leur affrontement. Et le lecteur, il peut ressentir que la même chose. Pour Lee, il est quand même inconcevable de suivre quelqu'un comme Orochimaru, car il est impossible de porter quelqu'un de mauvais dans son cœur. Et alors là, vous devinez très bien ce que va répondre Gaara. Lui, le mieux placé pour dépasser cette ambiguïté, lui rétorque alors que beaucoup préfèrent la noirceur d'une âme à celle de la solitude. Faut dire les termes, on est en face de 2 INFP beaucoup trop mignons. Je veux dire, c'est des vraies fleurs qui ont été manipulées, ils sont trop précieux. Et ce qui est magnifique chez Kishimoto ici, c'est que c'est Gaara, l'un de ses enfants maltraités, qui l'exprime lui-même et qui en fait le réquisitoire. Je dis les termes, mais où est-ce qu'on signe pour Kimimaro Shippuden, s'il vous plaît? Shoji, Neji, Kiba, Shikamaru, Lee, Kankuro, Temari, Gaara. Leur intervention a finalement permis à Naruto de partir en quête de Sasuke. Ça y est, il a attrapé le relais de tous ces gens dans un ultime élan. Le ninja le plus imprévisible sera bien la pointe d'une flèche composée d'une dizaine de personnes s'étant battues jusqu'à la mort pour qu'elle puisse atteindre sa cible. Et nous y voilà enfin, à la frontière du pays du feu, à la croisée des chemins, bref, à la vallée de la faim. C'est ici que Naruto va retrouver Sasuke d'une part et d'autre de la cascade. Les deux statues vont représenter alors les deux fondateurs de Konoha, et après le mont Rochemort, l'auteur ici va s'inspirer de Romus et Romulus, les deux fondateurs de Rome. Mais ce à quoi ça fait penser, on va pas se mentir, c'est surtout à l'Argonas chez Tolkien, et surtout dans la représentation des films de Peter Jackson dès 2001. À savoir donc les statues d'Isildur
travail dur et de son petit frère Anarion. C'est pas anodin quand on sait que Kishimoto est un grand fan de Peter Jackson et de sa trilogie, en tout cas du Seigneur des Anneaux, qu'il mentionne d'ailleurs lui-même en ouverture de tome. C'est pas rien, je sors pas ça de nulle part. Alors voilà, cette maxiture de chez Ueda, forcément, elle a inspiré l'auteur pour la dualité finale de son combat, 3 ans plus tard après la sortie du film. Et puis bon, ces statues, elles vont représenter surtout la dualité qui habite un petit peu l'histoire de Konoha, dans la mesure où, comme le dit l'auteur lui-même avec ses propres paroles, il voulait représenter ici l'histoire qui se répète. Naruto interpelle son ami, qui affiche un regard aussi froid qu'absent. Pourtant, tous les compagnons de Konoha se sont battus pour lui. Mais pour le déserteur, cela n'est qu'un exemple de plus de l'agitation vaine de ninja bien trop faible à jouer selon les règles. Sasuke se contente d'affirmer sa volonté de puissance, tandis que Naruto se remémore les moments passés avec son seul véritable ami. L'Uchiwa se retourne, désintéressé. C'en est trop pour notre héros qui parcourt la quelques centaines de mètres qui le séparent du fuyard. Il l'attrape, lui assène un coup, du sang se répand sur la roche granuleuse. Et pourtant, Sasuke n'affiche aucune émotion. C'est irréel, justement parce que, de façon aussi inattendue qu'habile, Kishimoto renverse la thématique de son récit dans une brillante épanadiplose, c'est ce que je vous disais au début. Si on verra une épanadiplose figurale vis-à-vis des attaques, ici elle est bien symbolique, et non plus à l'échelle de l'arc, mais à l'échelle de toute la première partie du manga. Un ami, ça sert à quoi? Des liens, ça sert à quoi? C'est ce que je vous dis depuis 4 analyses. Pour Kakashi d'ailleurs, un ami, c'est la garantie d'une équipe soudée. Pour Sarutobi, une raison de se battre. Et pour Naruto, une raison de vivre, d'arpenter sa voie du ninja. Mais pour Sasuke, un ami, c'est avant tout un poids. Ses amis lui ont fait perdre de vue son objectif. Nous assistons tous alors, avec déchirement, à une impasse. Sasuke et Naruto sont diamétralement opposés, pas compatibles par essence. Naruto est fort s'il doit protéger Sasuke, qui lui n'est fort que s'il est en compétition avec Naruto. Il n'y a donc rien à faire. Le premier intéressé le dit lui-même, il a enfin ouvert les yeux sur la vie mollassonne que lui offraient ses compagnons. Or, on ne peut accomplir une vengeance dans une vie paisible. Je le dis clairement, allez c'est parti. Qu'est-ce que ça pue la crise d'adolescence là, oh. Bref, à cet instant, malgré le saut de Kakashi pour contenir la marque, Sasuke possède déjà une puissance remarquable et sent qu'il avance enfin sur le chemin de la défaite de son frère. Dans une impasse à la fois émotionnelle et rationnelle, les deux anciens compagnons se battent enfin le long de la falaise. C'est maintenant qu'un retour en arrière s'impose pour mieux comprendre les motivations de Sasuke, en revivant le massacre du clan Uchiwa. Ce flashback, Kishimoto le veut évidemment très cinématographique, on va pas vous la refaire, une image du mouvement que l'auteur nous offre en plusieurs concrétisations. De véritables plans aériens de Konoha, merci enfin, faut quand même savoir où se passe l'espace, des angles de vue obliques rappelant l'expressionnisme des années 20 et surtout dans le cinéma allemand, des perspectives audacieuses avec des focales complètement locaux comme sur cette case, on le sent tout de suite, ce retour dans le passé sera le pivot de toute l'œuvre. Sasuke semble avaler dans un Konoha qui se veut plus organique que jamais. L'on sent tout à fait l'inspiration des berges tokyoïtes, vous savez hein, quand les jeunes tokyoïtes, les teenagers là, ils sont là, ils vont balancer des cailloux, faire enfin je sais pas, dans tous les animés il y a ça, vous comprenez, je sais même pas comment l'expliquer mais vous savez de quoi je parle. Lorsque Naruto observe Sasuke sur les berges du village des feuilles, c'est sur ce même rivage que l'on découvre le très jeune Uchiwa s'entraîner à la maîtrise de la boule de feu Katon, juste pour satisfaire son père, d'où la surprise de Kakashi lorsqu'il l'utilise en tout début de récit malgré son jeune âge, qui se souvient de l'analyse numéro 1. L'enfant ne cherche que la reconnaissance de son père, un ninja froid et membre éminent de la police de Konoha, avec une mâchoire de zinzin aussi, il faut le dire. Malheureusement, cette illustre figure paternelle n'a Dieu que pour Itachi. Tu es bien mon fils, lui lâche-t-il souvent. Le flashback reprend formellement la page de pensée de Sasuke déjà vue précédemment dans le manga. On reconnaît là un auteur satisfait de créer enfin le pont. Et après tout, dès le premier arc, le but c'était pas de faire un pont. J'ai pas raison la team. Itachi Uchiwa est jeune mais déjà un shinobi d'exception. Lui semble déjà porter un poids démesuré sur ses épaules, la pérennité même de son clan.
Pourtant, il ne manque jamais une occasion de protéger et encourager son petit frère, reprenant sa fameuse petite pose de supériorité avec ses 2 doigts. C'est dit textuellement, Sasuke marche dans les traces de son grand frère, il est son référentiel, ce qui rend la haine actuelle absolument déchirante. Itachi est gentil, Itachi est prévenant, bienveillant, Itachi est bon. Mais alors bon sang, qu'a-t-il bien pu se passer pour en arriver à aujourd'hui? なんだと？明日の会合に出られないとはどういうことだ？お前は自分の立場が分かっていない。 Je sais pas vous, mais il se dégage de ce flashback où tout dialogue semble sous-texte une fragrance étrange, on aurait dit presque un thriller, qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça pue. Le père qui use du Sharingan à son domicile de façon menaçante, des morts suspectes, une mission secrète de la plus haute importance. Nous lecteurs qui voyons les scènes depuis les pupilles encore brunies de Sasuke, ne comprenons quasi rien. Et c'est ça qui est brillant. On est là, avec nos 1m30 là, on n'arrive pas à bien voir le monde. Lorsque l'enfant le comprend, malheureusement, il est déjà trop tard. Une nuit de pleine lune, Sasuke, rentré plus tard à cause de son entraînement, découvre les corps mutilés et inertes de l'intégralité des membres de son clan. En se précipitant chez lui, il tombe sur son grand frère, l'âme ensanglantée à la main, au-dessus de ses parents, déjà morts également. En usant du kaléidoscope hypnotique du Sharingan, une pupille extrêmement rare, il fait revivre à Sasuke le meurtre de ses parents avant de le laisser fuir, non sans lui insuffler donc le feu dévorant de la vengeance dans son esprit. Et dès lors, l'aîné Uchiwa m'interroge sur 2 points. Déjà, ses motivations. Alors de 1, certes, il ne semble pas supporter les devoirs et responsabilités qu'il porte envers son clan, il dit être au-dessus de ça, être freiné par son héritage comme Sasuke est freiné par le village, pour autant, ses expressions faciales révèlent davantage de l'inquiétude plutôt qu'une réelle rancœur. 2. Le fait d'avoir laissé Sasuke en vie après avoir exécuté de sang-froid en pleine nuit tous les membres de son clan, père et mère compris, a-t-il vraiment voulu briser leur lien par le sang? Car Itachi titille la haine de son cadet 24 heures sur 24, le gars. Après lui avoir pourtant demandé à la base si celui-ci avait de la rancœur envers lui. À ce stade, j'ai l'impression que le virtuose du Sharingan cherche à ce que son frère le tue pour ses péchés. Et pour être honnête, pour rien vous cacher, je trouverais ça assez décevant. Une banale quête de puissance, après Orochimaru, vraiment? Pourquoi ne pas avoir laissé son meilleur ami Shisui en vie dans ce cas-là? Ce dernier semblait d'ailleurs au cœur même du complot. Pour moi, ça tient pas tout à fait. Mais en revanche, un tel choix scénaristique de Kishimoto pourrait dans un autre sens se révéler plutôt bien pensé, puisque cela ferait de la vie d'Itachi un calvaire de causalité, que l'on imagine vertigineux de tristesse, puisque c'est tout ce qu'il attendait depuis son acte. Voilà ce qui serait un beau comble pour celui ayant le Sharingan permettant de montrer en boucle les horreurs de la vie. Et ainsi se termine le flashback le plus important de la première partie de Naruto. Sasuke va sombrer dans le lac des Uchiwa, va sombrer dans la solitude et surtout la haine, la vengeance. Ça y est, on y est, il n'y a plus de retour possible en arrière. Kishimoto reprend alors son combat, utilisant alors habilement le passé pour réintroduire le présent. Le but étant donc pour la seconde partie de l'œuvre de le conjurer. En effet, il nous est dit que le kaléidoscope du Sharingan ne s'éveille qu'en tuant son meilleur poteau. Et d'ailleurs, Itachi affirme qu'il est le seul, avec quelqu'un d'autre, à le posséder. Or, moi je me dis, si Kakashi ne l'a pas, ça veut dire qu'un autre Uchiwa existe quelque part dans la nature. Oui, Sasuke, tu n'es plus seul. Bref, c'est pile à ce moment que justement le premier intéressé avoue enfin à Naruto qu'il est son meilleur ami. C'est quand même vraiment un sale move quoi. Le mec il est là, non les amis ça sert à rien et tout. Par contre, en fait, comme je dois éveiller mon œil, tu peux être mon meilleur ami mais juste pour que je te tue quoi. Ou alors Sasuke est une tsundere. Je vois que ça. Alors, comme on l'avait dit avec Haku ou Gaara, notre protagoniste tombe décidément sur des adversaires qui ont plus souffert que lui. Et ça, c'est très important pour qu'il puisse évoluer. La parentalité cristallise cette incompatibilité entre les deux adolescents. Naruto n'a jamais connu ses parents. Sasuke, lui, a connu la perte. Voilà ce que lui hurle le jeune Uchiwa, que c'est quand on a des liens qu'on souffre. Nous y voilà,
Voilà pourquoi il agit comme ça. Voilà l'impossible, le paradoxe, l'impasse. Naruto souhaite garder Sasuke comme ami. Or, être ami, nous l'avons vu avec Sasuke, c'est signer son arrêt de mort. Le déserteur ne peut pas aller plus loin, il va devoir le faire, tuer son meilleur ami pour devenir plus fort, couper le dernier lien qui l'empêche d'avancer. Le combat final entre les deux frères ennemis est absolument terrible à lire. Les coups sont violents, durs, sans aucune retenue. C'est aussi l'aboutissement du talent de Kishimoto. Plusieurs chorégraphies au découpage millimétré sont à couper le souffle. Multiclonage à la chaîne, ombre portée sur l'eau absolument magnifique. L'attaque de Naruto sous le zénith, les 1000 oiseaux et l'orbe tourbillonnant qui s'entrechoquent depuis le fond de la rivière. Là voilà notre épanadiplose figurale qui était à l'échelle de l'arc dès le début, depuis les réservoirs d'eau sur le toit de Konoha. Ce cinéma, il est diablement vivant. On retrouve aussi la figure du double à travers le miroir que représentent les deux substances opposées, que ce soit intra ou interpage. Les raccords dans l'axe s'enchaînent et l'auteur compose ces cadres en deux parties systématiques, permettant au lecteur de ne pas sentir de réel désavantage d'un côté et ainsi faire perdurer la tension narrative au maximum. Et pourtant, qu'est-ce qui s'en donne du mal pour prendre l'avantage dans ce duel à mort? Plus technique, Sasuke lui transperce la poitrine de Naruto avec son attaque puis tente de l'étrangler. Naruto, plusieurs fois au bord de la mort et ivre d'une colère triste, déploie toute la puissance de Kyuubi, poussant Sasuke comme jamais auparavant, même lorsque ce dernier éveille le troisième Tomoe de son Sharingan. Le point culminant étant le coup final partagé avec le même nombre de cases au centième près, avec la page de droite pour Naruto et celle de gauche pour Sasuke. Sur la page commune finale, chacun est dans son côté correspondant. Vous le savez maintenant, c'est pourquoi il préfère les pleines pages, mais s'il lui faut opter pour la pleine double page, l'auteur va donc décaler ses sujets sur ces doubles pour ne pas les avoir en pleine reliure. Normal, c'est d'une lisibilité et d'une efficacité époustouflante, il est chirurgical. Une mise en scène qui appuie le propos de fond. Depuis le début, nous avons vu des antagonistes qui n'en avaient que le nom. Et Sasuke, véritable antagoniste, vous savez que antagoniste, ça vient du grec ancien qui veut tout simplement dire votre adversaire. Lors des jeux hellénistiques, ces enfants manipulés par autrui, voulant être utiles, serviables, désirant être un ami. Bref, ils ne voulaient juste plus jamais être seuls. 俺は俺のやり方で力を手に入れる。俺は俺のやり方であんたを超える。面白いことになってきただろう。Comme dans tout manga qui utilise le procédé de la coupure, elle constitue une étape nécessaire après une défaite. La seconde partie du manga, quant à elle, dans un système d'emboîtement final à grande échelle, doit conjurer la première partie. Luffy, Guts et Ren ne veulent plus jamais perdre. Thorfinn, lui, veut supprimer le conflit. Dans Fairy Tail ou encore Tokyo Ghoul, l'ellipse est aussi utilisée pour bouleverser les personnages. Les ellipses, capsules métonymiques, permettent de faire de la première partie d'un manga le flashback même de la seconde partie qui, si vous connaissez bien les flashbacks, doit donc dans une matrioshka finale absoudre le drame ayant eu lieu en coupure de récit. Mais avant cela, l'auteur retourne à la consigne et à son postulat, comme un bon élève. Comme je vous l'ai divulgaché plus tôt, Kyuubi finit par sortir en partie de Naruto, invoqué dans l'une des plus belles doubles pages de toute l'œuvre. Son chakra rouge brûlant se sépare de celui de Naruto et explique ses dons de guérison. Naruto adopte la pose du renard teasé au tout premier chapitre de l'œuvre. Oui, on en a fait du chemin. Immense bémol cependant, dans le camp adverse, la forme Mark II de Sasuke est dégueulasse. Faut dire les termes, couplés à l'une des phrases les plus complexées du manga game,
je suis plus encore spécial que toi. Vraiment, c'est grossier, y a rien qui va, c'est la plus grande crise d'adolescence du manga shonen, mais bon, Kishimoto reste un excellent architecte Neketsu justement, et on embrasse une dernière fois les codes à la perfection en concluant son combat dans un crescendo ultime. Les deux attaques signatures des ninjas sont cette fois poussées au maximum de leur puissance, s'entrechoquent une dernière fois au pied des statues des fondateurs. Ces statues, elles font office de frontière, donc les deux se battent étrangement à la frontière de leur relation. Ce qui signe davantage la rupture, c'est la double page des souvenirs qui coupe la scène à ce moment-là, comme un dernier voyage émouvant dans le passé, une ultime emphase. C'est digne d'une fin d'œuvre, prouvant la force éditoriale et d'industrie du manga qui permet à Naruto, dans un coup de promotion très efficace, de signer une fausse fin. Les personnages disparaissent dans l'éclat de leur attaque, se clôturant sur une page blanche. Leur lien est symbolisé dans une page adjacente, et ce lien est brisé. D'un point de vue formel, c'est impeccable. Narrativement, la page de gauche se veut être la continuité de celle de droite. Or, la case blanche se trouvant de chaque côté implique qu'en réalité, les actions des deux pages se déroulent en simultané et pas l'une après l'autre, de haut en bas, en 3 temps. En réalité, il s'agit d'une double page. On ne lit pas de gauche à droite, mais de haut en bas. Les deux pages n'en font plus qu'une seule. Sous la pluie, le bandeau frontal au motif de Konoha barré, laissé à côté d'un Naruto inconscient mais épargné, Sasuke part rejoindre Orochimaru. Voilà alors que l'on se demande comment il obtiendra le kaléidoscope du Sharingan, car il ne veut pas faire comme son grand frère. De retour au village, l'escouade pense ses terribles blessures. Shikamaru est terrassé par son échec. Sermonné par Temari, il préfère fuir. Confronté par son père sur son attitude, le génie se croit malin en lâchant qu'il ne se dispute pas car je suis pas une femme. Ce à quoi son père répond qu'il n'est pas un homme non plus. Naruto, la grande gueule, est contraint de faire ce qu'il y a de plus humiliant pour un héros de shonen, s'excuser de ne pas avoir tenu sa promesse. Son entrain de jadis lui paraît désormais terriblement embarrassant. Et vous vous souvenez, comme Sasuke face à Sakon, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on semble embarrassant face à quelqu'un ? On progresse. Et alors, je vous dis comme je le pense, mais c'est assez brillant. C'est pas pour rien qu'à mon avis, cette première partie de Naruto a dû beaucoup marquer à l'époque, simplement parce que tout le lore de Naruto nous explose au visage en quelques pages, alors que, paradoxalement, l'heure est plus à l'amertume, à la défaite et à l'acceptation. Tous les mystères en suspens du passé vont devoir retrouver une solution et surtout une réponse plus tard dans les pages de Naruto Shippuden. Et je veux dire, regardez, Sakura devient la disciple même de l'Hokage 5e du nom, tandis que bon, on a la mention encore de Obito. Je sais que, ayant lu Kakashi Gaiden, je me suis arrêté ici, ne me spoilez pas la suite. Obito est le petit pote de Kakashi qui lui a donné son œil, mais du coup, on a également la présence d'un énième membre de l'Akatsuki, après Kisame et Itachi, un mec, voilà, il est là, il est très excité d'être ici, il se dit l'avenir va être super intéressant, parce que du coup, c'est à travers voilà, une emphase textuelle que l'auteur nous dit lâchez pas l'affaire les gars, lâchez pas l'histoire, je reviens avec la deuxième partie, parce que même mes personnages vous disent dans une bulle de dialogue que ça va être cool. Je veux dire, on y est, Orochimaru a besoin de Sasuke, l'Akatsuki qui en plus fait plus peur à Orochimaru encore parce que Itachi serait plus fort que lui, s'intéressent eux à Naruto. Je veux dire, on y est quoi. Voilà comment est-ce que vous tenez tous vos lecteurs en haleine. Après avoir introduit les enjeux liés au passé de cette œuvre culte qui a fait vibrer des centaines de millions de gens en 2 décennies, il est enfin l'heure de faire le lien entre ce passé et le futur, de sauter 3 ans dans l'avenir. En orchestrant tout jusqu'à la dernière miette, Kishimoto utilise la technique de l'entonnoir inversé pour finir comme il a commencé, en resserrant le récit comme s'il le remontait. Orochimaru accueille Sasuke, Tsunade entraîne Sakura, les ninjas du sable rentrent chez eux, les amis de Naruto s'entraînent, Iruka invite son protégé à manger des ramen. Bien sûr, le plus infime des ingrédients peut changer le goût du grand menu du destin. Dans cette première partie, des miracles, Naruto en aura accompli beaucoup. Des efforts, il en aura multiplié. Des promesses, il en aura faites. Mais surtout, des liens, il en aura tissé plus que jamais.
Malheureusement, des menaces indicibles se profilent aux frontières du pays du feu. Jiraiya, le sensei, en a pleinement conscience. Le voilà parti sur les routes avec notre ninja espiègle et imprévisible préféré. Ils ont 3 années pour se préparer. 3 années pour retrouver Sasuke. Enfin, le manga se termine là où il a commencé. La sculpture des Hokage, notamment du 4e, père de Naruto et élément à surpasser. Car, au cas où vous l'auriez oublié, le prochain Hokage, ce sera lui.